25 avril 2025. Peuple d'Afrique, peuple du monde libre, merci une fois de plus de vous retrouver. Nous sommes sur Gandhi Malien TV. Comme d'habitude, chaque vendredi, c'est dans le cadre de l'émission Parole aux Africains. Une émission qui nous enrichissera en français pour ces grands publics africains, même au-delà de l'Afrique, qui accompagnent le combat porté par les dirigeants et les peuples de l'AES et qui ne comprennent pas souvent notre langue, nos langues nationales, Bambara au Mali, Hausa au Niger et d'autres langues encore. C'est dans ce cadre que la présente émission est initiée. Donc, chaque semaine, c'est une émission hebdomadaire. Et c'est le vendredi, chaque vendredi à 21h. Comme toutes les fois, nous sommes accompagnés de deux éminents experts que vous avez déjà eu la chance de découvrir. À ma droite, l'inspecteur à la douane, à la retraite, M. Daniel Koulibaly. Et à ma gauche, un jeune journaliste très engagé, Abdou Niang, qui est aussi expert des questions sécuritaires. Chacun d'eux aura son mot, ses salutations à adresser à ce chaleureux public qui nous suit et qui nous accompagne de tout temps. Inspecteur. Bonsoir Diawara, bonsoir Abdou Niang, bonsoir à tous les travailleurs de Gandhi TV et bonsoir surtout aux téléspectateurs qui nous suivent. Merci beaucoup. Le journaliste Abdou Niang. Oui, merci beaucoup Diawara. C'est un honneur et un plaisir pour moi de recevoir tout le temps votre invitation. La symbolique est plus qu'une invitation pour moi. C'est un devoir de nous adresser à nos opinions publiques, que ce soit maliennes, africaines et internationales, pour les édifier et pour que l'opinion internationale ne puisse comprendre les réalités de notre pays par le seul prisme de certains discours officiels occidentaux. Et je salue tous les personnels de Gandhi TV et Malien TV, ainsi que tous ceux qui nous suivent en ce moment et ceux qui partagent sur d'autres plateformes numériques à travers le monde. Merci, Niang. Merci. Sans plus tarder, doyen, nous commençons avec vous. Nous avons suivi sur des médias, ça a été relayé d'ailleurs, et nous avons vu que les médias algériens se sont appropriés de la question. Et la sortie que moi je trouve un peu ratée, de l'ancien Premier ministre du Mali qui a laissé entendre que le prix des carburants était passé à 5 000 francs CFA le litre à Gao. Non. En tant que des hommes des médias aussi, nous avons essayé de vérifier l'information et nous sommes rendus compte que c'est pas vrai l'information. Nous ne savons pas. Vous qui avez servi un peu partout au Mali, vous êtes un inspecteur des douanes à la retraite. Comment comprenez-vous ou quelle interprétation donnez-vous à une telle information ou voire même des informations? Bon, Monsieur Diawara, permettez-moi de faire certaines mises au point sans lesquelles on peut naviguer à vue. Ok, allez-y. Le premier problème, c'est la nature du pouvoir actuel. Il y a beaucoup de formes de gouvernement. Il y en a beaucoup. Ben, aujourd'hui, on peut dire qu'on est en stratocratie ou en ochlocratie. C'est-à-dire? Stratocratie, c'est le pouvoir de l'armée. Okay. Ochlocratie, c'est le pouvoir par la foule. Nous ne sommes pas, c'est pour dire, nous ne sommes pas en démocratie. Que cela soit très clair, nous ne sommes pas en démocratie. Que la Constitution ait été maintenue ou suspendue, nous sommes dans un régime d'exception qui fait que les choses ne sont pas toujours comme on le voudrait en démocratie. Je fais deux remarques. La situation actuelle du Mali, c'est que nous sommes en guerre. Qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, qu'on le déclare de juré qu'on est en guerre ou que de facto seulement on soit en guerre, même si c'est contre des groupuscules terroristes, nous sommes en guerre. Il est bon de ne pas l'oublier. Ça, c'est un premier constat. Le second constat que je voudrais faire, c'est qu'il n'y a pas plus exigeant qu'un politique déchu. Comme en Bambara, chez nous, on dit « Dougoutrikour, Dougou n'a rien fait ».
un politique déchu, il voudrait voir tout de suite comme par une baguette magique qu'on l'on réalise en un an, en un laps de temps très court, ce que lui n'a pas pu faire dans un temps sur 10 ans ou sur 15 ans. Ils sont plus exigeants que tout. Le but visé étant de justifier que eux, ce qu'ils ont fait était très bon. Puisqu'ils vous harcèlent, vous n'êtes pas arrivé à instaurer ceci, vous n'êtes pas arrivé à... Mais je ne pose pas la question. Pour le cas précis de celui dont vous voulez parler, les autorités de la transition ont pu découvrir 500 milliards de fraude fiscale par les sociétés minières. Tout de suite, il est monté au créneau pour demander qu'est-ce qu'on a fait de ça, on doit mettre ça dans le budget, on doit mettre ceci, on doit mettre cela. Ceci pour faire oublier que lui, quand il était là, il avait pour charge de contrôler tout ça et de sortir, si le contrôle avait été bien fait en ce moment-là, bien basé, une politique de vérification bien mise en place, peut-être que les 500 milliards n'auraient pas été dissipés. Donc, voilà une tactique pour couvrir ce qu'on a fait. Maintenant, il y a ce que je peux dire dans la situation actuelle, il y a une recherche effrénée de leadership. Bien qu'on ne soit pas en démocratie, donc a priori, il n'y a pas d'opposants politiques ou de partenaires politiques. Nous sommes dans une situation d'exception. Il n'y a pas d'opposants politiques, mais sa tendance, c'est de rechercher le leadership. Mais certains jouent le rôle d'opposants politiques contre la tranchée en cours. Opposants à quoi? C'est ça le problème. Parce qu'ils ne sont plus dans le système classique démocratique. Les partis politiques même non plus. Aujourd'hui, ils ont quelle légitimité sinon le récépissé? Parce que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas voté. Et donc aujourd'hui, ils se basent sur quoi? Ils n'ont qu'un récépissé. Jusqu'à ce qu'on fasse d'autres élections, ils ne représentent plus rien. Et donc, ce que je relève, vous savez, la moindre des choses, c'est de demander pardon. Quand on a commis une erreur, je ne dis pas une faute, mais peut-être une erreur. Une erreur a pu être commise en son temps, et une erreur qui a entraîné la mort de plusieurs personnes quand il était Premier ministre. Oui. Peut-être qu'il l'a fait, mais moi, à ma connaissance, je ne l'ai jamais vu demander pardon ou s'excuser pour cette erreur. Jamais. Et il n'a pris la parole, à ma connaissance, je dis bien, qu'après le décès de Ibeka. C'est-à-dire le seul qui était en mesure de le contredire ou de dire autre chose. Il a fallu que celui-ci meure pour qu'il prenne la parole et nous donne des explications. C'est une explication qui est venue un peu trop tardive. Hormis son passage devant l'Assemblée. Est-ce qu'il s'est expliqué sur ça sur l'Assemblée? Je ne l'ai pas suivi. Nyang nous donnera beaucoup plus de détails. Voilà. Et donc, que peut-on attendre de quelqu'un qui pense que lorsqu'on commet une erreur politique, on ne s'excuse pas? Donc, il a pris la carapace de quelqu'un qui courbe l'échine, qui laisse passer l'orage. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, nous en viendrons après, tout ce qui se passe aujourd'hui procède de cet endurcissement de sa carapace, qui est prêt à tout accepter, à courber l'échine, pourvu qu'il atteigne son point. Aujourd'hui, ce que je vois, ce qu'il est en train de faire, ça procède d'une stratégie de communication. Il se met devant pour acquérir un certain leadership. Il tient toujours des propos border online. Il est toujours sur la ligne de flottaison. Oui. Et je suis sûr qu'il ne parle pas comme ça sans avoir consulté des juristes à côté de lui pour être sûr qu'il n'y a rien derrière. Mais a trop souvent flirté avec la ligne de flottaison, et un jour on se noie. Et donc, c'est une stratégie politique mûrement réfléchie qui est mise en œuvre. Et ce qui pose le problème de la réponse. Il cherche le buzz.
il ne nous répondra pas. Ce que nous sommes en train de faire, on monte le créneau, on démonte ses arguments. Lui, il a déjà atteint. Plus on le fait, plus il pense avoir atteint son objectif de créer, comme disent les enfants, le buzz. L'animation politique autour de son nom. Et donc, je ne suis pas surpris. Mais est-ce que la meilleure façon, c'est de le répondre? Est-ce qu'il ne faut pas adopter une autre stratégie, de le laisser dire tout ce qu'il veut? Et cette stratégie peut avoir pour effet, comme il n'aura pas le buzz escompté, de le pousser toujours à prendre plus de risques. En tout état de cause, moi, je fais confiance au procureur de cybercriminalité, Adama Koulibaly, nous saluons au passage. Mais qui me semble très, très posé dans ce qu'il fait. Parce que l'erreur serait de faire comme ce qu'on faisait avant, prendre quelqu'un et puis le relâcher à titre d'avertissement. Je crois qu'on a passé ce cap. Si on doit y aller franco. Donc, je ne suis pas très sûr qu'il faille le répondre. Je ne suis pas très sûr. Mais est-ce que ne pas répondre aussi ne permet pas à la personne de continuer, surtout s'il y a des esprits, excusez-nous un peu, voilà, qui les suivent, qui peut-être qui pourront prendre pour argent comptant, pour la vérité, tout ce qu'il est en train d'affirmer, ne pas répondre, ne pas apporter un démenti, ne pas réfuter ce qu'il dit. Est-ce que cela ne peut pas jouer aussi à sa faveur? Le démenti peut être compris dans une démarche silencieuse. Moi, j'ai procédé à des vérifications, même ce matin. Vous avez eu... Allez-y, on termine avec ça. Le flair de dire que j'ai servi dans beaucoup de... J'ai servi à Gao. Oui. J'étais chef de bureau de Gao, où il n'y avait qu'une antenne pétrole. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les dédouanements de produits pétroliers ne sont faits qu'avec le bureau pétrolier de Bamako. Aucun bureau à l'intérieur ne peut faire des dédouanements. Deuxièmement, il n'y a pas d'échange officiel entre l'Algérie et le Mali. Il n'y a pas de route internationale où peuvent passer des marchandises. Il n'y a pas de chemin de fer. Il n'y a pas de documents qui peuvent couvrir la marchandise. Il n'y a rien. C'est un espace qui est livré à la fraude. J'ai même saisi, moi, des carburants, des fûts de carburant enfouis sous des bois de chauffe. Souvent, parfois, c'est sous d'autres marchandises. Mais en tout état de cause, depuis que moi j'étais là-bas, ça fait un peu longtemps maintenant, mais je crois que ça n'a pas changé, le carburant venait principalement du Niger ou du Nigeria, pas de l'Algérie. Sinon en fraude. Toutes les marchandises qui viennent de l'Algérie sont des marchandises qui viennent de l'Algérie en fraude. L'endroit étant très immense, le contrôle étant extrêmement difficile, le personnel est réduit, les routes de passage sont nombreuses et il est difficile de lutter contre ça. Voilà. Mais ce qui est sûr, j'ai vérifié, à l'époque où ça s'est produit, ou l'époque où il s'est prononcé, Gao, j'ai téléphoné à des amis qui sont à Gao, c'était entre 1300 et 2000, parfois un peu plus de 2000 francs. Lui, il a dit 5000. Il a dit 5000. Donc, il faut peut-être après voir l'effet induit, l'effet boomerang de sa déclaration. Ça peut entraîner une situation de hausse. Parce qu'un ancien Premier ministre qui se met à dire à Gao, ça fait 5000 francs, et tout de suite, c'est la porte ouverte à la spéculation. Tous ceux qui ont du carburant font de la rétention. Et donc, ça crée tout de suite une hausse exponentielle du prix du carburant. C'est pourquoi les déclarations peuvent être dangereuses. Même si ce n'est pas ce qu'il a voulu faire, mais le fait de le dire très, très tôt et très vite a pu avoir un effet sur la hausse du prix du carburant. Merci. Ça aussi, c'est un effet. Merci beaucoup, doyen. Ça, c'est un effet. L'autre effet, c'est que nous avons vu la presse algérienne se saisir de la question, mettre ça dans un reportage pour essayer de s'apprendre médiatiquement au Mali. Abdou Niang, oui. Litre de carburant, moi, c'est à 5000 francs, ce qui n'a jamais été vrai à Gao, au moment en tout cas qu'il disait, qu'il donnait qu'il se prononçait. Votre grille de lecture et d'analyse. Merci beaucoup. Est-ce que nous sommes sous une stratocratie? Moi, je pense non, parce que la stratocratie est un système institutionnalisé.
ce qui n'est pas le cas au Mali, même si on sait que l'armée contrôle une partie de l'administration publique. Ce n'est pas un système institutionnalisé chez nous. Peut-être on peut parler des dictatures militaires, des régimes militaires, des régimes de transition dirigés par les militaires. Cela pourrait être. Est-ce que nous sommes dans un régime démocratique? Peut-être que la République quand même demeure. Or, la démocratie est consubstantielle à la République. Nous ne sommes pas sous un pouvoir démocratiquement élu. La République demeure à mon entendement. Est-ce que le Mali est en guerre? Oui et non, selon mon entendement, parce que la guerre a des implications, également des significations. Malgré la guerre russo-ukrainienne, le gouvernement russe préfère parler d'opération spéciale. Oui. Voilà, parce que pour éviter certaines situations, parce que déclarer que nous sommes en guerre, c'est reconnaître certains droits à l'adversaire et entraîner la stratégie militaire déployée contre l'adversaire. Donc voilà pourquoi l'État évite d'en parler, on parle plutôt de lutte contre le terrorisme. Pour maintenant revenir à la question proprement posée, n'eût été votre question, moi je ne parlerai jamais de cet homme, Moussa Mara, parce que les Maliens ont déjà fait leur religion le concernant, donc il n'est plus digne de ses privilèges. Mais la situation souvent oblige d'en parler. Ce ne sont pas les inepties qui sont révoltantes, mais la qualité de la personne qui les tient. C'est ce qui est révoltant. Quand un premier ministre, un ancien premier ministre, se permet, d'ailleurs qui aspire à accéder à la magistrature suprême du Mali, se permet d'être le relais, le vecteur de la désinformation de nature à troubler l'ordre public, une désinformation qui est à l'avantage des terroristes et leurs sponsors. C'est très dommage. Moi, je pense que le Premier ministre, l'ancien Premier ministre est justiciable devant les tribunaux des droits communs, même devant le pôle national anti-cybercriminalité. Donc, moi, je pense que la justice doit s'assumer face à certaines situations. Ce qu'il faut d'abord constater, ça, c'est des omissions stratégiques. Dire que le litre de carburant est cédé à Gao à 5 000 francs. Donc, preuve que l'Algérie est en mesure de nous asphyxier en quelques heures. Donc, la nécessité de retourner vers l'Algérie, de courber l'échine face à un État voyou qui sponsorise, qui appuie et qui agresse même directement les forces armées et de sécurité de notre pays. Ça, c'est décevant. C'est décevant, c'est révoltant, c'est pathétique de voir que les hommes politiques se permettent aussi cette outrecuidance qui dépasse l'entendement humain. Moi, je pense que les Maliens doivent tirer les bonnes conclusions désormais, et c'est déjà le cas par rapport à ces hommes politiques. Quand je parle d'omission stratégique, c'est-à-dire les carburants dont ils parlent appartiennent à qui? Comment ce carburant est introduit sur le territoire national du Mali? De manière frauduleuse? Oui. Par la contrebande? Par fraude, par contrebande. Belmokhtar, qu'on appelle baron de la contrebande, des cigarettes, de carburant, d'armes. Mais ces marchandises illicites appartiennent à qui? Les généraux algériens de l'Algérie. Il faut que ça vienne de quelque part. Bon, comment un ancien Premier ministre peut aller soutenir les réseaux criminels de cette façon? Que ce soit consciemment ou inconsciemment, c'est un soutien à une activité économique criminelle. Et de plus, ce qui est plus grave, et que ce qu'il dit est faux. Les habitants de Gao ont témoigné que c'était quelques commerçants ambulants qui sont dans la surenchère qui voulaient provoquer cette situation. À quelle fin? Il y a les anciens employés de Barkhane et de l'aménagement qui continuent d'être exploités à d'autres fins.
dans la partie septentrionale de notre pays. Des tentatives, même des manifestations, avaient été tentées de la part du même groupe, dans la mouvance du retrait de l'aménagement, pour essayer de bloquer ou bien comment dirais-je, de retarder ce processus. Mais ça n'a pas marché, les Maliens ont vite compris et les autorités se sont assumées face à cette situation. Et donc, là, ça a été clairement établi que le prix du carburant n'a jamais dépassé 1000 francs. Ceux qui vendaient et essayaient de faire la surenchère, c'est eux qui achetaient et tentaient d'imposer à un prix de 2000 francs à Gao. Ça, c'était le prix plafond indiqué par les gens. Et ça, c'était quelques vendeurs, marchands ambulants, affiliés pour certains à des réseaux criminels qui voulaient vraiment créer cette inflation au niveau de Gao pour déstabiliser. Parce que créer de telles tensions, ça a une visée politique. Oui. Parce qu'il y en a qui pensent que pour faire révolter, pour déstabiliser le pouvoir à Bamako, il faut créer des tensions sociales au nord. Donc, créer les conditions pour que le FLA puisse surfer sur ce mécontentement et s'offrir une certaine légitimité, un ancrage populaire pour commencer la déstabilisation du Nord avec l'appui de l'Algérie et de la France désormais. C'est ça la triste réalité. Dommage qu'un ancien Premier ministre serve de relais à ces propagandes. Moi, je pense qu'il est temps que la justice ouvre une enquête pour connaître les véritables motivations de ces politicards en perte de vitesse. Merci beaucoup. Doyen, nous repartons vers vous. Ce qui est très bizarre, nous parlons, il s'agit de l'ancien Premier ministre du Mali, à la personne de Moussa Mara, et nous estimons qu'il est l'un des politiciens les plus médiatisés par la presse occidentale, mais principalement française. C'est lui qui a accès au plateau de TV5, France 24, d'ailleurs France 24 qui est suspendu au Mali. Pourquoi nous parlons aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui nous suivent, qui ne comprennent pas. Donc il faudrait qu'à partir du Mali, nous pouvons expliquer, donner notre point de vue sur qui est l'homme et pourquoi ces agissements de la sorte. Et pourquoi, selon vous, il est le plus médiatisé par la presse française? Pourtant même, des médias qui ont été suspendus au Mali. Même Jeune Afrique, il est très médiatisé par la presse, en tout cas pro-française. Bon, je vous avais expliqué déjà que c'est quelqu'un qui cherche le leadership. Okay. À tout prix. Pourquoi spécifiquement la presse française? Parce que les autorités françaises n'ont jamais renoncé au Mali, au pays du Sahel. Jamais. Je crois qu'on l'a dit ici sur le plateau, ce n'est que le début du combat. Ils ne nous laisseront jamais aller au bout de notre démarche de l'AES. L'enjeu économique est beaucoup trop important pour eux. Et tous ceux qui suivent les médias savent très clairement que le président français avait annoncé une campagne médiatique pour contrer la communication des Maliens. Donc sans doute c'est un élément de cette campagne. C'est un élément en tout cas ça participe. Il y a une entente objective entre les deux situations. Et donc qu'il soit sur les réseaux, comme on dit, les médias de la France, ça ne m'étonne pas. C'est là où il peut avoir le plus d'accueil possible. Mais c'est là aussi où il peut avoir le plus de problèmes. Parce que ces médias vont te pousser toujours à plus de précision, plus aller en avant. Et ça, c'est un danger auquel il n'échappera pas. Il a beau être stratège, essayer de préparer les choses, on n'y échappe pas. Parce qu'ils veulent quelqu'un qui se met toujours plus devant. Et donc, moi, je considère que, quoi qu'il fasse, aujourd'hui, aller en Algérie, être sur les médias français et même sur une média algérienne, un média algérien, c'est une complicité objective avec ceux qui sont en conflit avec le Mali. Donc, il n'y a pas à chercher plus loin. C'est là-bas où il peut trouver une résonance. On lui offre un plateau pour qu'il puisse s'exprimer et il l'accepte allègrement. Et tout ce qu'il va présenter, c'est destiné à casser
la confiance de la population en son armée, en ses dirigeants. C'est vrai que déclarer, j'ai dit, on est en guerre de facto. Même si ce n'est pas de juré, de facto. Les règles militaires sont très précises. En cas de situation de ce genre, il y a les propos qui tendent à démoraliser la troupe ou qui peuvent remettre en cause la confiance entre la population et son armée sont de nature à être incriminés. Maintenant, c'est pourquoi je dis, je fais confiance au procureur de la cybercriminalité pour saisir le bon moment, pour ne pas donner un coup d'épée dans l'eau. Quelque chose à ajouter? Oui, moi je pense que Amadou Hampâté-Bâ l'a dit, une question n'est pas la réponse à une autre question, mais un détournement du débat dont elle retourne le cours droit en méandre. Mais il y a des questions qui ne sauraient être mieux élucidées qu'à travers d'autres questions. Et moi, je me pose la question, pourquoi les médias français ne font pas la promotion de Assimi Goïta? Pourquoi les médias français ne font pas la promotion de l'actuel Premier ministre, général de division Abdoulaye Maïga? Pourquoi les médias français ne font pas la promotion ou bien ne donnent pas la parole à quelqu'un comme Issa Diawara, Boubou Mabel, Abdoul Niang et d'autres qui sont sur la ligne de l'État du Mali? Il y a une raison quand même à cela. Ouais, il y a un choix. En communication, on appelle ça, il y a une théorie de communication qu'on appelle le framing. La théorie du framing, ça c'est de mieux couvrir un événement ou une personnalité, lui donner une priorité dans l'agenda médiatique. C'est une façon de dire qu'il est le seul qui existe. C'est donner l'impression, imposer la personne ou l'événement en question dans l'opinion nationale et internationale comme si c'est ce seul événement ou c'est cette seule personnalité qui existe. Et ça fait oublier les autres. C'est pourquoi on dit que les médias ont le pouvoir de, comment dirais-je, ont le pouvoir quand même de conduire les gens, d'imposer aux gens ce à quoi ils doivent penser. C'est une manière d'amener les gens à ne voir et à ne penser qu'à Moussa Mara. C'est pourquoi il occupe une place importante dans l'agenda médiatique du réseau France Média Monde. C'est extrêmement important. Cela a un impact dans un cadre électoral. Ça a un impact. Les concepteurs de cette théorie de communication ont testé ça lors des élections américaines. Vous verrez que généralement, les sujets traités prioritairement par les médias sont les sujets qui attirent le plus l'attention des électeurs. C'est une stratégie de communication très subtile, mais très, très puissante et efficace. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire avec Moussa. Pour quelles raisons? C'est ça, votre question est quand même une question extrêmement pertinente. C'est juste parce qu'il est porteur de leur message. Il est la caution malienne de la politique française contre l'AES de façon générale et particulièrement contre son propre pays. Parce que les gens ne se rendent pas compte quand même de l'invalidité de ses propos. Pourquoi? Parce que le rang qu'il a eu à occuper. Quand on dit c'est l'ancien premier ministre même du Mali qui le dit, automatiquement il est crédité, même d'une certaine confiance. Ouais, c'est un ancien premier ministre. C'est pourquoi c'est dangereux de faire la promotion de la médiocrité. Des gens comme ça sont écoutés, sont audibles au plan national, pas par la solidité de leurs arguments qui sont d'ailleurs absurdes, mais uniquement en fonction du rang qu'ils ont eu à occuper. Du fait d'un mauvais casting du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a d'ailleurs regretté. Un député avait dit à l'Assemblée nationale, à l'époque, est-ce que le président Ibeka ne s'est pas trompé en nommant Moussa Mara Premier ministre? Et l'histoire vient de donner raison aujourd'hui à ces députés. Mais il ne restait que 9 mois. À ces députés qui n'ont pas fréquenté Sorbonne, qui est d'ailleurs un député illettré, mais qui a la tête sur les épaules. C'est très décevant quand même de voir qu'un ancien Premier ministre avec un tel bagage, je ne sais pas s'il est un homme
à bagages ou bien s'il n'est que porteur des bagages, je ne saurais le dire, mais en réalité, il devient l'incarnation même de la déception au plan national et dans les domaines politiques. Moi, je pensais qu'il était quand même, à un moment, une raison de croire encore en la politique. Mais aujourd'hui, il est le meilleur argument de déchanter, le meilleur argument de désillusion du peuple face à la chose politique, face à l'homme politique tout court. Donc, Moussa Mara, forcément, ceux qui ont intérêt au combat qu'il mène aujourd'hui contre les intérêts de son propre pays, tout ce qu'il raconte va à l'avantage des groupes armés et leurs sponsors. Un ancien Premier ministre félicitait des accords locaux qui éloignent les populations de l'État, qui obligent les populations à pactiser avec les diables contre les forces armées et l'État. L'État du Mali n'a pas parlé pour une raison stratégique. Oui. Mais qu'un ancien Premier ministre aille même féliciter cela dans les colonnes des journaux français, ça c'est extrêmement grave. Ça, désormais, le nouveau code pénal prend désormais en compte l'apologie du terrorisme. Il faut voir. Un ancien Premier ministre qui remerciait les traiteurs pour obliger l'État du Mali à aller à une négociation avec les groupes terroristes, sans que l'État malien n'exprime le besoin d'une telle négociation et sans que les groupes terroristes eux-mêmes affirment publiquement être intéressés par une quelconque négociation avec l'État du Mali. Et négocier pour obtenir quoi? D'abord, les négociations supposent des compromis, de part et d'autre. Qu'allons-nous céder au profit des gens qui n'ont aucun projet, qui ne cherchent qu'à détruire, qui n'ont aucune vision? Depuis qu'ils ont commencé cette histoire, ça va être plus d'une décennie désormais, qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Qu'est-ce qu'ils ont construit? Qu'est-ce qu'ils ont dégagé comme vision pour le peuple malien et pour les musulmans particulièrement? Il n'y en a pas. On va aller discuter avec ces gens sur quoi? Et d'ailleurs, un ancien Premier ministre qui a un parti politique, avec un projet de société qu'il ne défend plus, mais il a quel intérêt à aller porter le message des groupes terroristes à leur place et leurs sponsors? Qui le met en mission pour ça? Mais certainement, ce terrorisme n'est pas le fait de quelques individus égarés. Il y a les implications étatiques derrière cette histoire. Et il se trouve que le même personnage politique, qui est quand même un tartouffe ou bien un matamor politique, est l'ami aujourd'hui privilégié de ces États connus aujourd'hui de par le monde. Ce n'est plus un débat qui sponsorise le terrorisme international. Donc les Maliens doivent quand même tirer la bonne conclusion et je pense que c'est le cas. Les Maliens ont déjà fait leur religion concernant sa personne. C'est pourquoi il est désabusé aujourd'hui. Il est énervé en parlant, il commence même à sombrer dans des invectives parce que intérieurement, la blessure est profonde parce que le peuple l'a vomi de partout. Et il finira par commettre la dernière erreur qui pourrait être quand même intéressante. Je pense qu'il a déjà multiplié, enchaîné des erreurs tellement. Mais jusqu'à présent, sans doute, le doyen l'a dit, nous faisons confiance à la justice malienne. Nous rappelons qu'il a été Premier ministre pendant 9 mois, si j'ai bonne mémoire. Oui, bien sûr. Il a été tout de suite limogé. Absolument. Peut-être que le président Ibeka, paix à son nom, s'est tout de suite rendu compte de son erreur. Absolument. Parce qu'à peine nommé Premier ministre, c'est lui qui effectue ses voyages à Kidal, qui nous précipite dans un accord d'Alger sans que l'armée n'était pas réellement... Chose intéressante, après cette aventure qui était vraiment organisée pour des besoins quand même stratégiques de l'État, Moussa Mara, après la signature de l'accord d'Alger, Ibeka a été interrogé quand est-ce que l'armée ira à Kidal. La réponse de Ibeka est très significative. Aucune fanfaronnade politicienne ne me fera prendre mon avion pour débarquer à Kidal et créer un incident. Donc vous pensez que cela sous-entend ces voyages de Moussa Mara? Il fait allusion clairement à Moussa Mara. Il a trouvé que l'Assemblée avait engagé des procédures contre Moussa Mara qui a abouti à l'adoption d'une résolution pour que Moussa Mara soit traduit devant la Haute Cour de justice.
Ça a été fait. Donc, qu'est-ce que Ibeka a découvert plus tard? C'est ça la question la plus importante. Qu'est-ce que Ibeka avait découvert? Parce que la mission de Mara à Kidal était une mission de l'État. Les raisons ne sont pas à évoquer ici, mais c'était pour faire échec à l'agenda français à Kidal. Et ça a été organisé. Et voir aujourd'hui qu'après cet événement, le président Ibeka parle comme ça, une fanfaronnade politicienne, il parle de qui? Qui a créé précédemment un incident à Kidal? Moussa Mara. Qu'est-ce qu'il a découvert après? Je pense que c'est que les comportements de Mara aujourd'hui apportent un peu plus d'éclairage sur cette déclaration de l'ancien président fait Ibrahim Boubacar Keïta, parce que les militaires maliens meurent pour protéger Mara à Kidal en 2014. Aujourd'hui, le même Mara parle en faveur de ces criminels contre l'armée malienne. Pour quelle raison? Une incohérence. N'est-ce pas la raison ou bien ce qui serait caché derrière la déclaration du président Ibrahim Boubacar Keïta? Donc j'invite tout le monde à réfléchir et à tirer la meilleure conclusion. Nous restons avec vous, mon cher Nyang. Le même Premier ministre prétend, lors d'une sortie il n'y a pas longtemps, qu'il connaît mieux le Mali qu'il est dit en Bambara, ni sur la Chine ou non, que ces militaires-là, comprenez ce que ça veut dire, qu'il connaît mieux le Mali que ses officiers généraux. Pourtant, ces officiers généraux ont sillonné le Mali de bout en bout, ont mené des opérations au Mali de bout à bout, ont planifié même des opérations de bout à bout. Comment peut-il prétendre connaître le Mali mieux que ses militaires? Il a raison. Il connaît mieux le Mali que même Joseph Mara. Son père. Il connaît mieux le Mali que Modibo Keïta même. Le premier président. C'est pour cette raison qu'il a déclaré récemment que l'accord d'Alger prend en compte les préoccupations du gouvernement du Mali. Alors que lors des rondes de discussion, après l'adoption de l'avant-projet, le gouvernement avait produit un mémoire en 12 points pour dire que tel point et tel point, tel point sont de nature à disloquer le Mali et à détruire l'armée. Même un seul point n'a pas été accepté par la médiation algérienne, parmi les 12 points de réserve du gouvernement du Mali. Et malgré tout, un ancien Premier ministre qui était là au début du processus ose dire que l'accord est l'expression de la volonté du gouvernement du Mali. Ça veut dire qu'en réalité, il connaît mieux le Mali que quiconque. Autre point, pourquoi Gamou a pris Menaka au moment où la CEMA refusait de venir signer l'accord? Pourquoi? Et pourquoi Gamou a pris Tambakor lorsque les MNLA, à la table des négociations à Alger, disaient clairement qu'il faut la partition du Mali et qu'ils n'acceptent pas que la plateforme participe au processus de paix avec le gouvernement. Et dans cette foulée, les Gatia a pris Anderboukan, Tambakor et progressé vers Anefis. Il a fallu l'intervention de l'armée française et l'amunissement pour que les Gatia ne prennent la ville de Kidal. Donc, pour quelles raisons stratégiques les Gatia avaient fait ça? Et qu'est-ce qui était derrière? Si le processus-là était quand même conforme à la volonté du gouvernement du Mali. Et effectivement, il connaît mieux le Mali. C'est pour cette raison, il pense que l'accord-là répondait aux besoins des Maliens. Mais il faut lui rappeler, Abdoulaye Diop pourra le confirmer, la CEMA a refusé de venir signer le 15 mai avec les autres partis. Effectivement. Malgré les pressions, etc. Toutes les parties ont signé le 15 mai, sauf la CEMA. Et la CEMA avait prétendu vouloir consulter sa base. Or, nous savons que la CEMA, c'est un groupe terroriste qui n'a aucune base. Sa base, c'était la France. Et la France leur avait dit de ne pas le faire pour une raison. Moussa Charatoumane le sait très bien. Lui, il sait ce qu'il a dit devant l'ambassadeur Noureddine Ayadi
à Kidal ce jour-là. Et la France et la MINUSMA voulaient que la présidence du comité de suivi soit donnée à la MINUSMA pour que lors de la phase de mise en œuvre des dispositions de l'accord, que ça soit orienté vers la partition pure et simple du Mali. C'est pour cette raison que la CEMA a refusé de signer avec les autres partis. Si tu te rappelles, après, Hervé Latsou a tenu quelques propos qui a énervé Ibeka. Ibeka a laissé son discours pour parler avec son cœur. Il en avait trop. Abdoulaye Diop le sait. Et le président Ibeka a dit, Abdoulaye Diop aussi, avec eux ou sans eux, la cérémonie de signature sera maintenue. C'est ça la raison profonde. Bon, un premier ministre qui ignore tout ça et qui pense qu'il connaît le Mali mieux que quiconque, vraiment, il faut lui concéder cette omniscience. Cette omniscience, on doit lui concéder, on doit la lui concéder parce que c'est ridicule. C'est complètement ridicule. Il connaît le Mali mieux que les militaires, c'est pour cette raison il pense que une négociation est possible, une paix est possible par la négociation avec les terroristes sans que lui-même soit convaincu de ce résultat. Il a dit clairement lui-même qu'on doit essayer, mais qu'il ne sait pas. On lui demande, mais qui peut être facilitateur de ce dialogue? Il ne le sait pas. Il dit peut-être le Qatar et l'Arabie Saoudite. Et il ignore carrément que Yad Agali est contrôlé plutôt par l'Algérie plus que l'Arabie Saoudite et le Qatar, même si eux, ils financent le combat de Yad, mais c'est l'Algérie qui a une véritable prise sur Yad Agali. Bon, quand un premier ministre avec toutes ses carences, avec tous ses manquements, prétend connaître tout, bon, vraiment, il faut juste applaudir et encourager cette exhibition de son ignorance qui ne fait que le ridiculiser davantage. Mais moi, j'ai juste peur qu'en se ridiculisant, il expose le Mali tout entier à la honte. Parce que les gens pourraient dire c'est l'ancien Premier ministre du Mali. Oui, juste un élément de précision. Les journalistes Nyang a fait allusion à Joseph Mara et puis à Modibo Keïta. Nyang, oui. Le public africain qui nous suit ne comprend ou bien ne maîtrise souvent pas l'histoire du Mali. Oui. Pourquoi Modibo Keïta? Pourquoi Joseph Mara? Oui, parce que quelqu'un qui dit qu'il connaît les réalités du Mali mieux que les officiers qui ont participé à toutes les batailles, oui, au moment les plus sombres, dans tous les coins et recoins du Mali, de Caille jusqu'à Tinzaouaten. Mais si toi, tu te promènes en touriste dans quelques villages du centre, du nord, et toi, tu prétends connaître les réalités, il n'a jamais passé faire 2 jours, 48 heures dans les villages reculés. Oui, effectivement. Je voulais surtout dire qui est Joseph Mara par rapport à Modibo Keïta. Donc, Joseph Mara fait partie. Modibo Keïta est le père de l'indépendance, censé connaître le Mali. Oui. Il a vu le Mali sous la colonisation et qui est acteur de l'indépendance du Mali. Joseph Mara fait partie des 14 cons qui ont renversé l'indépendance du Mali, pas Modibo Keïta, l'indépendance du Mali, pour servir les intérêts de la France. Il voulait quoi? Que Modibo renonce au socialisme et à ses collaborateurs. Modibo a dit, je fais confiance à mes collaborateurs jusqu'à la preuve du contraire. Et quant au socialisme, c'est un choix du peuple. Allez-y demander au peuple de renoncer au socialisme. Voilà ce qui a été la teneur de la discussion entre les putschistes, des stupides, 14 stupides, appelés lieutenants, dont Joseph Mara, le père de Moussa Mara. Ah, voilà. Donc, qui ont mis le Mali à genoux, bradé les entreprises et sociétés d'État, émasculé l'armée malienne, parce que les gens pensent que la destruction de l'armée malienne a commencé avec l'ère démocratique, ce qui est totalement faux. L'unité méariste a été affaiblie par le régime de Moussa Traoré. L'élimination des officiers valeureux de l'armée malienne, c'est sous
Moussa, les tortionnaires de ce régime-là, en tant que ministre de la Justice, torturaient les gens, massacraient, opposaient des crimes graves. C'était le père de Moussa Mara, Joseph Mara. Mais moi, je ne juge pas Mara en fonction des actes posés par son père. Mais moi, je fais juste un parallèle parce que quelqu'un qui ose parler aujourd'hui comme ça, qu'il connaît le Mali mieux que les officiers de l'armée, ça veut dire qu'il connaît le Mali mieux que son père même, mieux que le père de l'indépendance du Mali même. C'est l'antiphrase. Ça veut dire à quel point c'est ridicule et décevant ces propos. Merci beaucoup. Voilà. Doyen? Bon, j'ai horreur de parler de celui-là, pour une simple raison. Les Africains ont besoin de comprendre. Oui. Parce que Jeune Afrique, France... Je reviens, pourquoi j'ai horreur de parler de lui. On finit avec lui aujourd'hui. Parce que c'est la plus grosse hérésie politique. La plus grosse hérésie politique de nommer un Premier ministre dans un système de régime présidentiel à connotation française, de la Constitution de 1958, de nommer Premier ministre quelqu'un qui n'a qu'un député à l'Assemblée nationale. C'est un contresens politique. Ibeka avait-il été contraire? Non, mais j'ai dit, c'est une hérésie politique. Non, nous voulons savoir parce que... Ibeka a été maladroitement séduit par la réputation de probité morale, de rigueur dans la gestion des affaires publiques, c'est ça. Ok, continuez, Doyen. Donc, à partir de là, je mangeais devant leur porte quand nous étions à l'ENA. Sans lui faire offense, je crois qu'il n'était pas encore né. Moi, j'écoutais France Inter depuis que j'étais en 8e. Radio France Inter, avec les vendredis politiques de Gilbert de Noyan. Et donc, il peut rien apporter de nouveau qu'on ne connaît pas. Ça, c'est à peu près la date. Ça, c'est depuis les années 1970. Ok. 68, 69, 70. Ok. Vous verrez les vendredis politiques de Gilbert de Noyan, où les chefs de rédaction des 4 grands politiques se réunissaient pour débattre des problèmes de la semaine. Donc moi, j'écoutais ça. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est né avec une cuillère d'argent dans la bouche, qui s'est retrouvé, c'est un météorite, c'est une étoile filante qui a brusquement apparu au firmament, mais qui va brusquement disparaître aussi. Arrivé là, il est monté en flèche parce qu'il avait pu se faire une certaine notoriété contre Ibeka lui-même lorsqu'il s'agissait de la députation en commune 4. Ibeka a peut-être paru reconnaissant de l'arrangement politique qu'il y avait eu, il a pris comme Premier ministre, mais je m'excuse du terme, ça a été la plus grosse erreur politique. Et il se croit investi par les dieux à partir de là. Parce qu'il dit avoir été maire, député, ministre, Premier ministre, donc pour lui, c'est pourquoi je vous dis c'est une étoile filante. Quelqu'un qui vient en politique, qui pointe comme ça d'un coup, ça ne donne rien de bon. Ça ne donne rien de bon. Vous prenez des exemples de grands politiques, mais qui ont trimé à la base, qui ont fait leur classe depuis la base. Lui, il est venu, paf, il a commencé à... Donc, moi, je ne lui accorde pas trop d'importance. Et ses motivations, c'est quelqu'un, quand je vois quelqu'un comme ça, qui n'a pas l'humilité de présenter des excuses pour des erreurs qui ont pu être commises, mais sans le vouloir, ça, il ne faut plus rien espérer de celui-là. Ça, Maintenant, il va faire ça. Et moi, sur le plan politique, il peut ruer dans les brancards, il peut faire tout ce qu'il veut. Dans la configuration politique actuellement, il y a 2 ou 3 personnes qui ne feront jamais partie d'une coalition, si la coalition ne les porte pas, eux, en tête. Parmi ces politiciens, on les connaît. Ils ne se plairont jamais dans une coalition politique où ils ne seraient pas à la tête. Donc son combat est mort d'avance pour avoir un leadership. Maintenant, qu'ils connaissent le Mali plus que les militaires, je ne fais pas référence à son père. Mais je dis une chose. Moi, c'est l'occasion de proposer peut-être une chose. On est en train de
parler de dissoudre les partis politiques. Si cela devait être fait, ça ne doit être qu'une première étape. Ouais. La deuxième étape, parce qu'on peut dissoudre les partis politiques aujourd'hui, mais le jour où on va permettre la création de partis politiques, même avec d'autres règles, les mêmes vont se réunir. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui... Votre deuxième proposition? La seule proposition d'ailleurs, OK. C'est de prévoir dans les règles pour être candidat, pour candidater à la présidentielle, que l'impétrant ait au moins fait son service militaire. Les militaires sont plus patriotes que n'importe lequel d'entre nous, parce que eux, leur engagement, c'est de mourir pour le pays là. Et donc, moi, je crois qu'il faut en arriver à ça. Maintenant, dire qu'il connaît le Mali plus que... Bon, vous voyez Macron, soit par une intelligence dérivée, c'est lui, Macron, je le félicite. Il a dit qu'il va casser la France-Afrique. Il a réussi à casser la France-Afrique. Le résultat, c'est ça. Est-ce qu'il l'a fait de façon intelligente ou bien il s'est gouré, il fourvoyé et qu'il a surestimé son intelligence? Le résultat, la France-Afrique est en train d'être cassée. Donc, sur ça, parce qu'il a émergé comme un Macron, il a pointé, il va tomber. Ouais, mais maintenant, ce qu'il fait comme mal, ce que moi, je disais comme il y avait des réactions silencieuses. Je fais entièrement confiance à ce gouvernement, mais j'avais pensé que les associations des opérateurs de produits pétroliers de Gao allaient faire un communiqué. Parce qu'ils sont indexés de vendre le carburant à 5 000 francs. Et les affaires économiques, je crois, on appelait anciennement le contrôle des prix, la structure qui le fait, c'est la DNCC, peut leur en tenir rigueur. Parce que le prix du carburant est uniformément fixé sur tout le territoire. C'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que sa déclaration a eu pour effet, même s'il ne voulait pas, d'encourager la spéculation pour faire monter les prix. Ensuite, il s'est saisi d'un phénomène qui a lieu tout le temps. Il n'y a pas si longtemps que ça, Gao, il y avait des problèmes de pénurie de carburant. C'était pourtant, l'Algérie, les frontières étaient ouvertes. Aujourd'hui, même à Bamako, il suffit qu'il y ait un petit incident pour que les gens, même, vous pouvez prendre l'exemple sur le carême. Dès que le carême approche, le sucre se fait rare, on thésaurise, malgré les investissements que le gouvernement fait pour pouvoir mettre le sucre à la portée des bourses. Et surtout transformer localement. Voilà, même transformer localement, mais tout de suite, il y a une spéculation. Donc, même s'il y a eu cet effet-là, ce n'est que passager. Et je sais, pour avoir fait des enquêtes, que le gouvernement est en train de prendre des mesures pour enrayer tout ça et pour fournir les contrées-là en denrées de première nécessité, en produits essentiels. Aujourd'hui, nous avons le Niger qui produit du carburant à 385 francs le litre, ils peuvent nous le céder. Je ne vois pas pourquoi on va sauter dans les brancards, ruer comme si c'était la fin du monde. Mais c'est comme on a dit, c'est la médiocratie de sauter sur le plus petit problème pour les monter en épingle. Et ça, je ne suis pas de ce monde pour discuter des choses de ce genre. Merci beaucoup. Maintenant, nous changeons de chapitre parce que toujours c'est dans le même grand cadre. Un politicien a été interpellé. Bon, on dit que c'est un politicien. Il a été interpellé parce qu'il a tenu des propos pas possibles, donc, appelant même à la déstabilisation, si on peut interpréter ainsi. Parce qu'il a laissé même attendre par là même des morts, qu'il y aurait 2 ou 3, 4 morts ensuite. Donc, il a été interpellé par la justice. Pensez-vous que ça doit continuer parce que nous attendons de plus en plus les mêmes discours? Est-ce que d'autres politiciens pourront également être interpellés? C'est-à-dire des politiciens qui pensent comme lui, qu'il faut appeler le monde dans la rue pour essayer de déstabiliser les pouvoirs en place. Bon, je pense qu'il faut s'assumer. Il faut s'assumer et appliquer les règles. Soyez direct, doyen.
il faut frapper là où il y a des erreurs, là où quelqu'un se risque. Tu sais, dans l'Église, quand on parle, quand on fait un discours, quand on s'adresse aux gens, il y a une expression typique dans l'Église. On dit risquer une parole. Parce que parler est très difficile, extrêmement difficile. Et un politique se doit de cadrer son langage parce qu'il peut causer des méfaits. Un mot mal placé peut entraîner des problèmes. Si le procureur de la cybercriminalité a jugé nécessaire aujourd'hui de poursuivre cela. Une information me parvient à l'instant qu'il vient d'être mis sous mandat de dépôt. Ça ne m'étonne pas. Et c'est l'aboutissement normal parce que le procureur, souvent, il donnait des leçons, il parlait avec les gens, il les relâchait pour qu'ils partent à la maison. Mais on est arrivé au bout de cette démarche. Donc, tous ceux qui seront pris doivent être correctement poursuivis. Ils doivent répondre de leurs paroles devant la justice. Vous savez, on a abattardi la politique au Mali. 399 partis politiques. C'est allé de quoi? 2 ou 3 partis de départ se sont multipliés. Ah ouais. Pourquoi? Parce que les partis politiques se sont créés sur leur pouvoir, les fractions, les schismes se sont faits sur la base de la capacité de nuisance. Je suis dans tel parti politique, on n'a pas voulu me donner un poste, je vais faire scission, je vais aller créer mon parti politique. Je compte plus sur mon pouvoir de nuisance que pour construire autre chose. Et c'est comme ça que ça s'est multiplié la plupart du temps. Et chemin faisant, bon, comme c'est devenu, on peut créer plus facilement, acheter un tas d'arachides plus facilement créer un parti politique que d'acheter un tas d'arachides. Tout le monde crée son parti politique uniquement pour se faire voir. Aujourd'hui, c'est ces partis satellitaires qui ne sont pas... Si vous remarquez, quand il y a un conflit, quand il y a un problème, une crise politique, c'est eux qui sont poussés devant par les dinosaures politiques. On fait comme s'il y a une égalité entre nous, on fait une présidence tournante pour les réunions, on les pousse devant. Et ils ont le malheur de croire qu'ils sont importants, que c'est leur heure qui a sonné. Mais alors qu'ils ne savent pas, ils sont manipulés. Et donc qu'ils fassent des erreurs de ce genre, parce que la communication politique aussi, c'est extrêmement difficile. C'est aussi difficile que la parole de Coran ou d'évangile. Ok. Donc. Oui. Oui, allez-y. Ce n'est pas mon souhait de voir quelqu'un, un être humain privé de sa liberté. La chose la plus chère, la liberté, qui est un principe. Mais on ne peut pas créer des tribunaux et s'opposer à l'application de la loi. Et les gens les appellent les politiciens. C'est encore une autre raison de plus pour les partisans de la dissolution. Parce que si on peut créer un parti et être président d'un parti politique, malgré le passé lourd, quand même en casserole, et également malgré l'absence de militants, le parti en question, Alternative Nouvelle ou quoi, n'a pas de siège social, n'a jamais organisé un congrès. Le parti est là, son président se promène entre les plateaux, mais on ne voit jamais les militants du parti. On ne voit jamais les vice-présidents, les trésoriers du parti, les secrétaires généraux du parti, les comités, les sous-comités, on ne sait pas où est-ce que ça se trouve. Le parti se résume à la seule personne d'un individu qui se promène entre les plateaux. Donc, ça veut dire que le parti n'a pas de sens au Mali. Si ça n'a pas de sens, ça n'a pas de valeur. Donc, ça n'a aucune raison d'existence au Mali. C'est un argument de plus pour la dissolution de ce qu'on a appelé des partis de manière impropre. Moi, je ne sais pas les raisons de son interpellation puis son placement sous mandat de dépôt.
Mais récemment, certaines de ces déclarations sont devenues virales sur les réseaux sociaux qui pourraient être l'une des raisons de son interpellation, où il déclare publiquement que nos autorités sont incapables de mener la guerre et qu'ils sont allés chercher avec l'argent du contribuable malien des mercenaires pour faire la guerre à la place des militaires. De tels propos sont extrêmement graves. Et surtout à une mobilisation façon dans la rue, Et une foule. ça pourrait lui coûter cher. Nous prions Dieu pour que le procureur ne retienne que la publication de propos mensongers. Mais sinon, si le procureur ou bien si d'aventure le juge retient l'infraction de démoralisation des troupes dans une période particulière pour l'armée malienne et surtout pour la sécurité nationale, ça c'est extrêmement grave. Et ça pourrait aller jusqu'à la peine de mort si on doit appliquer le contenu du code pénal malien. Donc ça veut dire que les gens doivent faire attention à ce qu'ils disent et surtout quand ils parlent de l'armée et de ce qui concerne la sécurité nationale. C'est extrêmement dangereux. Cela ne doit pas faire partie des sujets de politique. Aux États-Unis, si tu te permets d'accuser une armée ou bien de t'en prendre à l'armée pendant la guerre, tu peux risquer plus grave que ça. Les autorités ont... Même en temps normal. Même en temps normal. Les autorités maliennes ont eu quand même l'indulgence de laisser la justice régler cette histoire. Sinon, il y avait une autre manière de le faire. La sécurité d'État pouvait s'en mêler. Ah oui. Et ça pouvait être très, très, très grave, très compromettant pour lui. Mais on a préféré respecter l'état des droits, les principes de l'état des droits, en le faisant interpeller dûment par la justice et le placer sous mandat de dépôt. Il y a d'autres qui continuent dans cette... Là, il y a une question qui est importante ici. Le roi, en tenant ses propos, savait pertinemment qu'il irait en prison. Mais pourquoi il a eu l'audace de le dire et d'attendre qu'il soit interpellé? Il savait quand même que ça pouvait le conduire en prison. Mais malgré tout, il l'a fait. Pourquoi? Il comptait sur quoi et sur qui? Les jours prochains seront peut-être beaucoup plus édifiants, mais on constate la mise en place des coalitions politiques contre les autorités de la transition, la fusion ou bien la tentative de reconfiguration ou bien de reconstitution du défunt M5 avec les politiciens de la mouvance démocratique de 1991 et qui essaient de former un bloc en violation de leurs principes et de leurs convictions, parce qu'on a vu à quelle joute oratoire ces différentes tendances se sont adonnées. Et dès lors que chacun perd ses privilèges et son poste, on trouve le moyen de s'unir pour abattre un pouvoir. Ça a été le cas en 1991, ce fut le cas en 2020, et c'est le même schéma, la même logique politicienne qu'ils sont en train de mettre en place. Oui, Nyang, 91, c'est les acteurs du fameux mouvement populaire de 91 ne vont jamais à la retraite. Nous ne comprenons même pas. Ça fait combien d'années, les mêmes sont là. C'est devenu un réseau, ce n'est pas un clan. Mais juste pour... vous devez parachever votre idée, il faut aller au bout, Nyang, parce que vous avez parlé d'une coalition, peut-être qui se mettait en place. C'est ce qui nous conduit directement. Heureusement que force est revenue à la loi. Oui. Ce qui nous conduit à ce que certains projetaient d'organiser au Palais de la Culture. Et ce n'est pas une suite logique de votre raisonnement. Oui, exactement. Parce qu'ils pensent qu'ils sont maintenant en train de reprendre force et reprendre le pas sur les autorités de la transition et que toute interpellation pourrait être un déclic pour provoquer un soulèvement populaire. Et c'est ce qu'on cherche à provoquer, créer des incidents, provoquer des morts et révolter le peuple. C'est le schéma classique qu'ils sont en train de dérouler. Et je pense que
moi, je ne sais pas quelle est la réponse de l'État, mais je pense qu'ils sont attentifs à ça et qu'ils ont la bonne recette pour y faire face. Encore une fois, les Maliens aussi, le peuple a compris qui sont en face, quels sont leurs agendas, les combats qu'ils veulent mener. C'est eux seuls qui y ont intérêt. Pas quand même le Mali ou le peuple autre. Ils sont les seuls à avoir intérêt à ce combat. Et les ennemis du Mali, tels que les terroristes et leurs sponsors étatiques. L'Algérie a mis en branle tous ces réseaux pour financer des activités subversives au Mali. Ça, c'est désormais un fait connu. La France a adopté la même stratégie pour faire basculer l'AIS. C'est ce qui est en cours et cette stratégie est également appuyée par la partie américaine. Vous avez vu récemment les propos du commandant AFRICOM contre le capitaine Ibrahim Traoré. C'est-à-dire que les États-Unis cherchent un casus belli contre l'AIS. AFRICOM même est une force bizarre parce que AFRICOM, une force américaine prévue pour l'Afrique, mais qui a son siège en dehors de l'Afrique, notamment en Allemagne. On doit se poser la question pour quelle raison le siège d'AFRICOM n'est pas en Afrique. Peut-être quand on regarde l'histoire, on se rend compte que c'est en Allemagne, en 1895, que les puissants du monde se sont réunis 85, pour partager l'Afrique en sphère d'influence entre les puissances. Le partage de l'Afrique. Voilà. Et, doyen, vous ajoutez quelque chose? Pourquoi heureusement qu'une force est revenue à la loi, c'est ce qu'il projetait de faire au niveau du palais de la culture. On a mis fin à ça. Vous avez quelque chose à dire? Bon, je crois qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quand on a parlé ici de la dissolution des partis politiques, j'ai dit que c'était l'idéal de le faire depuis le temps. Les débuts. Mais si on doit le faire, ça sera extrêmement difficile. Parce qu'on est en train de donner notre levier pour agir contre la transition. Non, mais... C'est une chose. Oui, allez-y. Ce n'est pas souhaité. Expliquez. Je voudrais dire qu'il y a une certaine réunion autour d'un objectif. Ce qui pouvait être épargné autrefois parce que les partis politiques sont là, s'il s'agit de les dissoudre, c'est leur carrière politique qui est en jeu. Et je voudrais peut-être affirmer ici une réputation qui a été à laquelle on a porté atteinte au marché est difficile à être réhabilitée. Tous ces hommes politiques sont hors de course. Ils le savent. C'est leur mort politique qu'ils sont en train de jouer. Et ils ne vont pas se laisser faire. Et aujourd'hui, ils vont s'agglutiner, s'agglomérer, se réunir avec d'autres. Et tout ceci, ils vont rentrer dans le jeu que Macron a mis en place et qui est appuyé aujourd'hui peut-être par l'Algérie. Il y a une conjonction des forces qui est en train de se faire. Et je crois que aujourd'hui, là où on est en train d'aller, je vais anticiper sur la question. Quand c'est l'existence du pays qui est en cause, on viole ses propres lois pour le sauver. Quand l'existence du pays est en cause, on doit aller même jusqu'à violer ses propres lois pour maintenir le pays. Et donc aujourd'hui, transparaît le jeu de l'intérieur comme de l'extérieur, ce qui se met en place pour essayer de faire monter une lame de fond. Chirac disait une chose, le politicien revient toujours au schéma qui lui a permis, qui lui a réussi. Le schéma de soulèvement de la population. C'est à cela qu'on a tendance à aller. Et comme aujourd'hui, il y a le temps écoulé qui n'est peut-être pas, parce que les problèmes se multiplient, qui n'est pas en faveur de la transition, parce que les gens ont pensé que c'est comme une baguette magique qu'on va régler les problèmes. Aujourd'hui, on est en face des réalités. Ces réalités-là, des gens font fi de ces réalités et pensent qu'on aurait dû pouvoir régler ça. Et comme je vous l'ai dit, le politique, c'est le plus exigeant. Ce qu'il n'a pas pu faire en un an,
en 10 ans, il veut que quelqu'un le fasse en 1 an. Et donc, il y a une conjonction des forces contraires qui est en train de se faire pour s'attaquer. Et aujourd'hui, l'enjeu est extrêmement important. C'est depuis les indépendances que pour la première fois, des pays se mettent ensemble pour créer une confédération dans le but de créer ensuite une fédération. Or, personne n'en veut. Aucun pays ne veut de cette fédération ou de cette confédération. Et on va avoir du mal. Et je pense que nous sommes à la croisée des chemins. Il faut assumer complètement ce qu'on doit faire. Il faut aller au clash s'il faut aller au clash. Il faut qu'un camp recule. Si cela doit se faire, moi je suis pour. Aujourd'hui, moi j'aurais été chef d'un parti politique. Dès le départ, j'aurais dit, bon, écoutez, il y a eu un coup d'État qui a incriminé notre gestion. Vous avez fait le coup d'État, vous avez le pouvoir aujourd'hui. Je viens vous aider. Dites-moi ce que je dois faire. Mais lorsque je ne serai pas en phase avec vous, je vous le dirai. Quitte à ce que mais si vous refusez, je vais continuer à vous aider dans le choix que vous aurez fait, mais là, je ne serai plus responsable. Je vous suis jusqu'au bout. C'est ça le soutien. Mais on s'est contenté de dire, venez, ils se réuniront jamais autour de l'essentiel. Il faut renoncer à ça. L'entente en toutes les manières, c'est une utopie. Ils ne le feront pas. Ok. Donc, nous terminons avec vous. C'est sans doute vos mots de la fin. Nous, tous les deux, nous sommes d'accord que ces gens projettent peut-être de mettre en place une coalition pour faire du mal à l'État, et puis l'État est dans ses droits. Nous allons nous assumer, comme vous l'avez si bien dit. Donc, si vous avez des conseils à suggérer aux autorités dans le contexte actuel, quels peuvent être ces conseils? Je l'ai déjà effleuré et je reviens dessus. Oui, allez-y. C'est l'existence du pays qui est en cause. Ok. Et devant ce risque-là, il n'y a pas de loi à tenir. S'il faut violer les lois, on les viole. L'essentiel, c'est le résultat. C'est-à-dire auquel on doit aboutir, maintenir l'État. Sauver la mer. Sauver la nation. Voilà. Merci. Nyang. Voilà, moi je pense que l'État a des services spécialisés pour analyser la situation politique et également arrêter les formules qui sied à la situation. Face à une telle situation, moi je me pose un certain nombre de questions. Quelles sont les forces de l'État? Quelles sont les faiblesses face à ces groupuscules politiques? C'est-à-dire les vulnérabilités de l'État. Quelles sont les menaces qui pourraient se présenter à l'État? Et quelles sont les opportunités qui s'offrent à l'État dans ce bras de fer qui s'annonce? Et vice-versa. Quelles sont les forces des politiques, leurs vulnérabilités, les menaces qui se présentent en eux, etc. Du moment que les intérêts divergent, l'affrontement est inévitable. Parce que peut-être qu'on ne connaît pas la date, mais c'est inévitable. Donc c'est fort de l'analyse profonde de tous ces aspects et paramètres qu'on peut dégager une décision, l'une des meilleures décisions qui sied à la situation. Et en la matière, la prise de décision est la partie la plus importante pour un État. Parce que quand on prend une décision éclairée, on se révèle efficace. Mais quand on se trompe d'analyse, on se trompe de solution forcément. Et le remède qui sera appliqué pourrait être très, très fâché pour les patients. C'est ce qu'on ne souhaite pas. Il faut une analyse approfondie de la situation. Moi, je pense que cela relève d'un autre niveau que moi. Moi, en tant que journaliste, je demande tout simplement aux uns et aux autres de faire preuve de sagesse et de retenue pour regarder les enjeux. Regarder les enjeux. Les politiques, à travers leur communication et agissement, essaient de faire perdre de vue les enjeux. Pourquoi l'AES s'est combattu? Pourquoi les 3 États qui ne
pensent qu'à leur pays, qui ne parlent que de leur pays, qui ne s'impliquent jamais dans les affaires d'autres pays, malgré tout, ce sont les autres pays qui veulent nous agresser uniquement pour ces choix, pour quelque chose qui nous concerne dans notre propre pays. Pour quelle raison? Dès lors que les gens ne comprennent pas ça, ils peuvent quand même, ils ne feront pas la juste lecture de la situation et ils vont quand même poser des actes contraires à l'intérêt de l'État qui n'arrangent personne. Certains sont amenés à combattre les pays. Ils pensent que ce combat, c'est pour la démocratie, c'est pour les élections, c'est parce qu'il y a coupure d'électricité, etc. Ils ne savent pas que tout ça, ce sont des arguments mobilisateurs pour rassembler le maximum d'imbéciles, les faire adhérer à une cause qu'ils ne connaissent pas. En 1991, la masse populaire a suivi les politiciens. Alors que le peuple revendiquait plus de justice, plus de développement, la santé, l'éducation. C'était ça les aspirations, c'était ça les fondements idéologiques de la révolution de mars 91. Mais les politiciens n'ont pas dit au peuple que ce n'est pas ça l'objectif du combat. Ils ont fait croire au peuple que c'est effectivement pour ça qu'on est en train de se battre. Mais l'objectif, c'était quoi? Multipartisme, démocratie, liberté d'expression. Ça répondait aux aspirations de qui? La France. Moussa Traoré n'a pas pu s'entendre sur cette question à la conférence de la Baule. Ouais. C'est pour cette raison qu'ils ont mis les politiciens en mission pour déstabiliser le pays. Voilà comment ils ont détruit le pays. Aujourd'hui, quand ils parlent du bilan de l'ère démocratique, ils ne parlent que des radios privées, des journaux privés, liberté d'expression, multipartisme, comme si le peuple était sorti pour ça. Ça, c'était l'agenda des politiques qu'ils ont caché pour parler des aspirations du peuple. Lors de la révolution en 2020, tout près, le M5, ce que le peuple demandait, ce n'est pas ce que voulaient les politiques qui conduisaient la lutte. Parce que les politiques, ils voulaient le changement des régimes pour qu'eux-mêmes ils soient aux affaires. Dieu a fait que ce sont les militaires qui sont venus à leur place. C'est pourquoi il y a tous ces problèmes jusqu'à présent. Vous parlez de souveraineté. La souveraineté du Mali est rétablie aujourd'hui. Vous parlez de renforcer l'armée. Aujourd'hui, l'armée est renforcée. Le Mali est en train d'affirmer sa souveraineté même sur le secteur minier. Chose qui relevait de la gageure. On ne pouvait pas imaginer qu'un État comme le Mali pouvait se permettre, en tout cas, une telle audace, entre guillemets, face aux multinationales. Fermer les bureaux de face aux multinationales qui font plier même les présidents occidentaux. Ça relève de l'inimaginable pour certains. C'est déjà le cas. Maintenant, le problème actuel tient à quoi? Si ce n'est les intérêts des uns et des autres, des intérêts égoïstes des uns et des autres. Malheureusement. Donc, tant que le peuple perd de vue les enjeux, on peut tomber dans le piège et ça peut être très grave. Donc, c'est pourquoi l'action communicationnelle du gouvernement doit être axée sur la prise de conscience des enjeux qui se posent à nos États, que le peuple comprenne pourquoi ces politiciens s'agitent. Ils sont en mission de qui? Que le peuple comprenne le pourquoi des décisions et des orientations des décideurs actuels. Ça nous met à l'abri de beaucoup de choses. Chers auditeurs, téléspectateurs de Gandi Malien TV, heureux de vous avoir accompagné pendant tous ces temps. Ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble. Je me résume à mon rôle de présentateur. Je me réserve de faire toute analyse ici parce que je suis accompagné de deux éminents experts. D'ailleurs, je partage entièrement leur analyse. C'est des frères, c'est des camarades d'élite, c'est des collègues, c'est des compagnons. Nous espérons vous retrouver vendredi dans le cadre d'un autre numéro de l'émission Parole aux Africains. N'hésitez pas, si jamais vous faites un tour au Mali, à Bamako, de passer ici. Nous pouvons vous recevoir et vous aurez votre mot à dire. Ce plateau est exclusivement réservé à l'opinion africaine. C'est pourquoi d'ailleurs nous enregistrons un peu dans une langue que nous sommes censés tous comprendre. La colonisation, nous la dénonçons, mais si nous pouvons utiliser certains outils de la colonisation pour décoloniser davantage l'Afrique, c'est aussi la stratégie de la libération d'Afrique. Du moment que ça a été dit que nous n'avons pas choisi les Français, c'est les Français qui nous a
choisi. Merci beaucoup. Nous vous remercions et à vendredi prochain pour un autre numéro. Merci.